La rédaction vous présente ici son dossier audio « Inconscient », enregistré par Sébastien Lacheret, accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Il y a des œuvres qui traversent le temps, s'imposant comme des réponses aux incertitudes contemporaines. Alors que nos sociétés tentent de donner du sens au tumulte, le regard de Carl Gustav Jung sur l'inconscient nous rappelle que nous ne sommes pas seulement le fruit de nos choix rationnels, mais d'un certain inconscient et de forces invisibles qui nous traversent. Des forces souvent opposées qu'il nous faut apprendre à réconcilier. Si Freud a révélé un inconscient peuplé de refoulements et de pulsions, Jung a perçu en lui une intelligence sous-jacente, porteuse d'harmonie. Et si ce que nous croyons être des conflits intérieurs n'étaient en réalité que des dialogues inachevés entre différentes parties de nous-mêmes? Longtemps, j'ai cru devoir choisir entre mes facettes, comme si certaines s'excluaient. Jusqu'au jour où j'ai compris que nos contraires ne sont pas des impasses, mais des vases communicants, des passerelles menant vers une conscience plus vaste. Loin d'être un simple réservoir de souvenirs refoulés, notre inconscient est traversé d'archétypes, ces structures universelles qui influencent nos rêves, nos désirs, nos peurs. Parmi eux, l'anima et l'animus, représentation intérieure du féminin et du masculin, jouent un rôle essentiel dans notre équilibre psychique. Leur intégration est une étape cruciale du processus d'individuation, ce chemin par lequel l'être humain se réalise pleinement. Et cette quête dépasse même l'individu. Jung considérait que l'humanité entière devait s'éveiller à elle-même. Or, sommes-nous vraiment lucides sur ce qui nous façonne, individuellement et collectivement? Ce qui nous fascine ou nous irrite chez l'autre est souvent un reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Et pourtant, dans un monde polarisé, nous voyons se multiplier les tensions et les clivages. Mais l'inconscient collectif contient peut-être les clés d'une possible réconciliation. Et si l'ombre de notre psyché n'était pas un adversaire à maîtriser, mais plutôt un guide à apprivoiser? Le psychiatre suisse aurait eu 150 ans cette année. Alors ce dossier d'inexploré lui est dédié, parce que son enseignement n'est pas qu'une simple théorie, mais un appel à écouter ce qui nous échappe encore, en nous et autour de nous. Joyeux printemps à toutes et à tous. Inconscient. À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Carl Gustav Jung, Inexploré a voulu consacrer ce dossier aux multiples facettes de l'inconscient. De Freud à la psychanalyse contemporaine, de l'inconscient collectif et ses archétypes au processus cognitif et symbolique qui façonne notre psyché, nous vous invitons à plonger au cœur de cette dimension mystérieuse qui structure notre rapport au monde. Un voyage entre science, spiritualité et introspection pour mieux comprendre ce qui nous échappe et pourtant nous guide. Chercher l'unité en soi, l'unus mundus. De l'Antiquité aux sciences modernes, l'inconscient intrigue. Sommes-nous guidés par des forces inconnues? Par un travail intérieur et l'affrontement de notre part d'ombre, nous pouvons retrouver une forme d'unité et révéler notre plein potentiel. Mais quel est le premier pas sur cette voie? Par Aurélie Aimé. De Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui évoque l'idée que l'âme renferme des éléments dont nous n'avons pas toujours conscience, jusqu'aux perspectives modernes des neurosciences, l'inconscient, cette face cachée de nous-mêmes, a sans cesse été un objet de fascination et de questionnement. Arthur Schopenhauer, dès 1819, avec Le monde comme volonté et représentation, pose les bases d'une conception révolutionnaire. Notre existence est dirigée par une force irrationnelle et inconsciente, la volonté. L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut, écrit-il. Avant Freud, Schopenhauer décrit déjà l'illusion de la liberté, le cycle perpétuel du désir et la souffrance qui en découle. Nous croyons être les maîtres de nos vies, mais souvent ce sont nos peurs inconscientes qui dirigent nos actions. Confiait ainsi la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross dans « La mort est un nouveau soleil ». L'idée que l'inconscient nous manipule est donc bien plus ancienne que la psychanalyse moderne. Sommes-nous donc condamnés à être manipulés par ces forces sous-marines qui nous échappent? À l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance,
le psychiatre zurichois Carl Gustav Jung nous offre des perspectives saisissantes de modernité, des clés pour mieux comprendre et réconcilier les différentes forces qui cohabitent en nous. Jung, penseur de l'unité intérieure. Très jeune, Jung se pose cette double question. Qu'est-ce que le monde et qui suis-je ? Et malgré l'intense curiosité qui le porte vers la réalité extérieure, il devine d'emblée que la réponse se trouve au-dedans de lui et non au-dehors. Alors que la plupart de ses contemporains cherchent à disséquer les comportements humains par la seule raison, il s'aventure dans un procédé unique, faisant de lui-même son propre laboratoire alchimique. De cette manière, il s'inscrit dans une tradition qui dépasse la seule psychologie. De l'Antiquité aux philosophes du XIXe siècle, l'idée d'une quête intérieure et d'un monde gouverné par des forces cachées est omniprésente. Alors, comment s'inspirer des idées et de cet esprit avant-gardiste ? De la psychiatrie clinique à Zurich au tréfonds de ses explorations autour de l'inconscient collectif, Jung n'a de cesse de faire le lien entre des disciplines qui semblent incompatibles, ce qui le mènera dans des contrées lointaines, de l'Inde à l'Afrique. Il ne voit pas l'homme comme un être isolé, mais tissé dans une toile invisible d'histoires, de symboles et de mythes communs à l'humanité tout entière. Là où Schopenhauer voit une impasse, un cycle perpétuel de désir et de souffrance, là où Freud insiste sur les déterminismes de l'inconscient, Jung introduit une voie de transformation et de réconciliation avec nos forces profondes. La notion de processus d'individuation, qu'il commence à théoriser à partir des années 1910 dans le cadre de ses travaux sur l'inconscient collectif et les archétypes, est au cœur de son travail. Marie-Laure Colonna, philosophe et psychanalyste jungienne, décrit que selon la vision de Jung, une force conspire et aspire à ce que l'humain se développe entièrement. Sur le plan psychopathologique, quand quelqu'un est névrosé ou psychotique, il est de plus en plus fragmenté. Il a des sous-personnalités qui s'opposent les unes aux autres. Or, individuum veut dire en latin qui ne peut pas être divisé. L'individuation est donc un processus lent de l'unification des différentes parties fragmentées en nous. Être réunifié, ça veut dire être conscient. Cette idée prend toute sa dimension lorsque Jung rencontre l'unus mundus, par une série d'événements fortuits. Une notion qui semble prophétique tant elle résonne avec les découvertes modernes de la physique quantique. Pour en comprendre la richesse et la portée, voyageons quelques décennies en arrière. L'alchimie et le monde unifié. Nous sommes en 1936, à la veille d'un point de bascule pour l'histoire de l'humanité. Jung se trouve alors en Inde, où il explore des traditions spirituelles orientales et reçoit 2 doctorats honoris causa à Calcutta et à Bénarès. Une dysenterie sévère va l'extraire 10 jours du tourbillon d'extraversion dans lequel il se trouve, puisqu'il est hospitalisé. C'est alors qu'il fait une série de rêves autour de l'archétype du Graal. Il y voit une injonction claire à quitter l'Inde, rappelée par ce mythe du Graal à son devoir envers l'Occident, en proie à l'instabilité juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Jung avait emmené dans ses bagages, par curiosité, le Theatrum Chemicum, un recueil d'alchimie réunissant de très nombreux auteurs de la Renaissance. Il s'y plonge alors, en particulier dans l'œuvre de Gérard Dorn, célèbre médecin alchimiste et élève de Paracelse. De retour en Suisse, il explore les méandres de cette pratique en déchiffrant des manuscrits avec sa collaboratrice et amie, la psychologue et philologue Marie-Louise von Franz. Pourquoi cet engouement pour une science occulte qui semble aux antipodes du monde de la psychiatrie ? Marie-Laure Colonna explique qu'un parallèle remarquable existe entre les processus psychiques humains et l'alchimie. Il se rend compte de la portée de ces enseignements. Pour transformer l'âme du plomb de la conscience en or du sens, on passe par toute une série d'étapes que les alchimistes décrivent d'une façon obscure, parce qu'ils veulent garder leurs secrets intouchés d'un public profane ignorant. Ces recherches marqueront un tournant définitif dans son approche du soi et de l'individuation, l'un des piliers de sa psychologie analytique. Comme l'explique la spécialiste, Jung voit donc un parallèle entre d'un côté les états de détresse que vit l'individu au début de son analyse et son cheminement vers l'individuation,
et de l'autre les 4 étapes alchimiques que sont les œuvres noires, au blanc, au jaune et au rouge. De pierre morte, transformez-vous en pierre philosophale vivante. Peut-on lire dans Theatrum Chemicum, dans l'un des traités de Gérard Dorn. L'alchimie compte la voie humide et la voie sèche. Jung s'intéressera particulièrement à la proposition d'une nouvelle voie initiée par Dorn, lieu d'union de la matière, de l'âme et de l'esprit. L'unus mundus signifie littéralement « monde unifié », qui tend à cette création de l'homme intégral. Fabienne Neckelmann-Denis, psychanalyste jungienne, dit « qu'unus mundus désigne la réalité unitaire de l'être transcendant la conscience, qui paraît être à l'arrière-plan du dualisme de la psyché et de la matière ». Jung en parlera lui-même en des termes qui prêtent à la méditation. On ne peut s'attendre à un accomplissement du mysterium conjunctionis, du mystère de la conjonction, qu'au moment de l'unité où l'esprit, âme, corps s'est combiné avec l'unus mundus de l'origine, c'est-à-dire de l'unité préconsciente dans laquelle vit le petit enfant. De la psychiatrie à la physique quantique. Cette notion de monde 1 sera l'objet d'échanges épistolaires entre Jung et Wolfgang Pauli, l'un des pères fondateurs de la physique quantique, dans lesquels ils évoquent la relation entre la psyché et la matière. Jung explique qu'il voit dans certains phénomènes apparemment déconnectés dans la psyché et dans le monde physique la confirmation de l'existence de cette unité primordiale. La synchronicité n'est pas seulement une connexion acausale d'événements, mais également une révélation de l'unus mundus dans des moments où la psyché et la matière semblent coïncider dans un schéma significatif, écrira-t-il par exemple au physicien. De son côté, Pauli cherche les conditions d'unification de la physique moderne et la psychologie des profondeurs, et émettra l'hypothèse d'une Grundphysik, qui désigne les lois, concepts et principes fondamentaux qui forment le socle de la physique. L'équivalent de l'unus mundus, Fabienne Neckelmann-Denis explique que, bien que la physique et la psychologie se relient à leur base commune d'une manière différente, la base elle-même semble être de nature unitaire, un domaine psychophysique neutre qui n'est ni matériel ni mental. En partant de leurs domaines respectifs, ces deux grands scientifiques visionnaires parviennent donc à l'idée de l'existence d'un seul monde, dans lequel l'esprit et la matière seraient une seule et même chose. Des théories que rejoignent aujourd'hui les dernières recherches en physique quantique, qui remettent en question les conceptions traditionnelles de la séparation entre l'observateur et l'observé, entre la conscience et le monde matériel. De l'individuation au divin. Mais au-delà des démonstrations scientifiques, comment ce processus se vit-il en soi? Comment mettre en lumière nos parties inconscientes pour cheminer dans un vécu de cette unité? Depuis que le monde est monde, toutes les voies de sagesse ont développé l'idée d'une réalité sous-jacente. Le Tao est le principe ultime de l'univers qui englobe et transcende toutes les dualités, yin et yang, esprit et matière, etc. Dans le bouddhisme, on parle de shunyata, la vacuité. Toutes les choses sont vides de nature intrinsèque, mais interconnectées dans une réalité non dualiste, la séparation entre le soi et le monde est une illusion. La voie développée par Jung est celle d'une mise en ordre intérieure qu'il qualifiait de longissima via, une voie très longue par laquelle une personne devient pleinement elle-même en intégrant les différentes parties conscientes et inconscientes de sa psyché, en suivant les différentes étapes de l'analyse ou au cours de tout parcours d'individuation. Cet état de transparence grandissante de l'analysant ou de la personne qui se livre à ce parcours d'individuation, et que Jung a expérimenté lui-même avec lui-même, va donner l'expérience d'une sacralité, d'une spiritualité où le divin, Dieu, devient une présence de moins en moins extérieure, de moins en moins sous la forme d'une religion dogmatique, mais plutôt comme une véritable perception, une présence vivante à l'intérieur de soi, décrit Marie-Laure Colonna. Pour évoquer ce processus, Jung donnait souvent l'exemple de la parabole de Nicodème, où Jésus parle de la nécessité de redevenir un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Un enseignement qui fait écho à son entretien avec Nicodème dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 3 à 7, où Jésus lui explique que l'homme doit naître de nouveau
ou d'en haut, pour voir le royaume des cieux. Il ne s'agit pas concrètement de redevenir l'enfant que l'on était, c'est-à-dire inconscient, mais de retrouver cet état originel de transparence de l'enfant, cette fois pleinement conscient. C'est cela le processus véritablement alchimique, complète la spécialiste. Jung insiste alors sur le fait que cette nouvelle naissance n'est pas physique, mais spirituelle, et que seule une pureté d'esprit semblable à celle d'un enfant permet d'atteindre la véritable compréhension du divin. Mais alors, cette quête de l'unité est-elle un aboutissement ou simplement une étape dans notre évolution ? Secret de l'inconscient, entre rêve, désir et pulsion. L'inconscient est au cœur des théories psychanalytiques et les visions de Freud, Lacan et Jung offrent 3 interprétations majeures, dont les fondements et implications peuvent différer. Elles semblent cependant se rejoindre sur cette question: ce qui nous échappe dirigera-t-il nos vies ? Par Mélanie Chéreau. L'inconscient, tel que nous le comprenons aujourd'hui, a été modélisé par le psychiatre Sigmund Freud, car avant lui, le concept était flou, perçu de manière sporadique à travers des croyances mystiques ou philosophiques. L'inconscient est un terme plus ancien que l'usage qu'en fait Freud. On le rencontre chez les philosophes allemands comme Friedrich Nietzsche ou Arthur Schopenhauer, mais l'invention freudienne est qu'il en fait une méthode thérapeutique, explique la psychanalyste Laurie Lofer. À la fin du XIXe siècle, Freud propose une modélisation scientifique claire grâce à l'observation de ce qui se produit dans la cure au contact direct de ses patients. Freud écrit dans Essai de psychanalyse: la division du psychique en un psychique conscient et un psychique inconscient constitue la prémisse fondamentale de la psychanalyse, sans laquelle elle serait incapable de comprendre les processus pathologiques. L'inconscient est donc une modélisation, une base pour le travail analytique. Il considère comme une petite révolution le fait qu'une partie puisse être cachée chez l'individu et qu'elle soit agissante, qu'elle ait des répercussions sur la vie. L'inconscient est ce qui échappe à notre part consciente, à notre volonté. Il s'exprime par les rêves, les lapsus, les actes manqués, les oublis. En somme, par ses formations, par ses manifestations. L'inconscient, c'est le vivant en nous, explique Laurie Lofer. Et cet objet d'étude ne va cesser d'être remanié d'un point de vue théorique avec d'autres praticiens comme Jung, Jacques Lacan ou encore Françoise Dolto, faisant évoluer notre regard tout au long des 150 dernières années. L'inconscient demeure en partie énigmatique et pourtant, une forte résistance persiste à l'accepter dans sa véritable nature paradoxale, celle d'échapper à la conscience. Freud, l'objet d'étude dont découle la méthode. L'inconscient peut être exploré à travers l'interprétation, une méthode issue de l'association libre qui se déroule dans le cadre du transfert avec le psychanalyste. Lorsqu'un patient suspend son jugement et s'exprime librement, sans autocensure ni contrainte morale, son discours révèle des enchaînements d'idées significatifs. L'essentiel réside dans la manière dont ces associations se forment et évoluent, sous l'écoute attentive et spécialisée du psychanalyste, formé à déceler les liens inconscients sous-jacents. La méthode, c'est la manière de s'approprier la réalité, c'est-à-dire la réalité psychique, qui va être produite en psychanalyse avec l'interprétation, car elle est déterminée par mon désir inconscient. Nous allons produire une nouvelle réalité, la réalité psychique, et de là, le sujet pourra produire une nouvelle réalité dans sa vie. En ça, c'est la méthode la plus efficace qui a accès à cette production du psychisme. Un sujet qui n'a plus besoin d'être malade pour parler, n'a plus besoin des symptômes. L'instrument thérapeutique de la psychanalyse enlève les obstacles et produit notre propre désir inconscient, explique la psychanalyste Clémence Lounis sur sa chaîne YouTube. Cette première approche fonde la psychanalyse en tant que discipline, avec l'idée que l'inconscient est un lieu de conflit entre les désirs refoulés et les mécanismes de défense du moi.
tout ce qui va produire un déplaisir dans notre appareil psychique, on va l'éliminer, explique Clémence Lounis. Lorsque nous dormons, la censure dort aussi. Mais elle revient au réveil. C'est le mécanisme du refoulement qui agit alors. Il s'agit d'un mécanisme de déformation et de déplacement qui permet de coder le désir qui s'exprime afin qu'il passe la barrière de la conscience et de la censure. L'appareil psychique désire et il décharge cette énergie en rêvant, de manière à rester inconscient de ce qui se trame, car l'inconscient est, selon Freud, un réservoir de pulsions refoulées, notamment sexuelles et ou infantiles, qui influent nos pensées et nos comportements. Et c'est parce que le sujet n'assume pas consciemment ses désirs qui entrent en conflit avec sa morale, qu'il va résister et déguiser ses pulsions. Freud s'intéresse de près au fonctionnement, car c'est le rêveur qui est interprété, le désir du sujet qui a été le moteur du rêve, voie royale d'accès à l'inconscient. L'interprétation, c'est la réalisation d'un désir, conclut Clémence Lounis. Cette orientation très sexuelle du refoulement ne plaira pas aux nombreux détracteurs de Freud. Lacan, l'inconscient comme langage. Dans le sillage de Sigmund Freud, le psychanalyste français Jacques Lacan élabore et réinterprète la conception de l'inconscient en introduisant l'idée qu'il est structuré comme un langage fonctionnant avec des règles similaires à celles qui régissent la langue. Il affirme que l'inconscient est constitué de signifiants, les mots, les symboles, et que les désirs refoulés ne s'expriment pas seulement par des actes involontaires, mais aussi par des chaînes de signification qui échappent à la conscience. Parmi toutes les réalités dans lesquelles l'inconscient s'exprime, celle de la langue offre la meilleure ouverture pour accéder à l'ordre structural de l'inconscient de la même manière que Freud tenait le rêve pour la voie royale d'accès à l'inconscient. Je dirais que, pour Lacan, la route royale à suivre est celle de la langue, explique le psychanalyste Juan David Nasio. Contrairement à l'idée freudienne d'un inconscient stable où des contenus refoulés persistent, l'inconscient lacanien est vu comme un espace en constante évolution. Jacques Lacan écrit dans Le Séminaire, livre 17, L'envers de la psychanalyse, « Le sujet est structuré autour d'un manque fondamental, un vide que le langage ne peut combler qu'en le réitérant sans cesse sous une nouvelle forme. C'est dans cette béance que se loge le désir, et c'est ce qui fait que l'homme est condamné à une quête sans fin, toujours orientée vers un objet qui, une fois atteint, se dérobe immédiatement. Ainsi, une série d'écarts ou de décalages entre les signifiants s'opère, et l'individu construit son identité dans cet écart entre ce qu'il dit et ce qu'il veut dire. C'est dans la cure avec l'analyste, qui est lui aussi doté d'un inconscient, que l'interprétation va s'élaborer et donner du sens au signifiant. Jung, le collectif avant tout. L'élève de Freud, Carl Gustav Jung, introduit une distinction importante entre l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, qui deviendra l'un des concepts centraux de sa psychologie analytique. Si l'inconscient personnel est similaire à la conception freudienne, l'inconscient collectif chez Jung va quant à lui au-delà en désignant une couche plus profonde de la psyché, qui en serait partagée par toute l'humanité et contiendrait des expériences et des archétypes universels hérités de notre histoire. L'inconscient personnel est essentiellement formé de contenus qui ont été conscients à un moment donné, mais qui ont disparu de la conscience après avoir été oubliés ou refoulés. En revanche, les contenus de l'inconscient collectif n'ont jamais été conscients et n'ont donc jamais été acquis par l'individu, mais doivent uniquement leur existence à l'hérédité, explique Jung. Selon lui, ces éléments seraient donc transgénérationnels, quelle que soit la culture, et influenceraient de manière significative notre comportement, nos émotions et nos perceptions du monde. Une sorte de réservoir commun d'expériences humaines fondamentales et de symboles ancestraux. Au cœur de l'inconscient collectif se trouvent les archétypes, qui orientent la personne vers des comportements spécifiques et des processus intérieurs de transformation. Par le processus d'individuation,
le cheminement psychologique par lequel l'individu cherche à se réaliser pleinement, il peut atteindre l'unité du soi en intégrant et en équilibrant les différentes parties de sa psyché, y compris celles qui sont inconscientes. Ces mécanismes sont autant de clés pour accéder à une forme de réalisation spirituelle. C'est la différence ontologique d'avec Freud, qui n'inclut pas la dimension spirituelle dans la cure. Dolto rajoutait le corps. La psychanalyste française Françoise Dolto a apporté une contribution majeure à la compréhension de l'inconscient, tout en s'inscrivant dans la continuité des travaux de Freud. Elle a élargi cette notion en l'appliquant non seulement à l'adulte, mais surtout à l'enfant, affirmant que l'inconscient se manifeste dès la naissance et joue un rôle fondamental dans la construction de la subjectivité. Dolto approfondit également cette approche en intégrant la dimension corporelle et l'image du corps. Pour elle, l'enfant est en interaction permanente avec son inconscient à travers son corps et les symptômes corporels peuvent être l'expression de conflits internes non verbalisés. Le corps parle, il est traversé par le langage bien avant que l'enfant ne sache parler, écrit-elle dans L'image inconsciente du corps. Françoise Dolto ne limite donc pas l'inconscient à sa seule psyché, mais le considère aussi comme inscrit dans le langage, le comportement et le corps lui-même. C'est dans cette perspective qu'elle introduit la notion d'image inconsciente du corps, soulignant que la manière dont un enfant perçoit son propre corps et son rapport au monde influence profondément son développement psychique. Elle met ainsi en lumière l'importance des interactions sociales dans la construction de l'inconscient, qui n'est pas une structure figée mais un processus dynamique qui évolue en permanence au contact du monde. Ainsi, l'inconscient, loin d'être une entité fixe, apparaît aujourd'hui comme un espace en perpétuelle transformation, où se croisent les dimensions refoulées de Freud, la structure langagière de Lacan, l'image corporelle de Dolto, l'inconscient collectif et les archétypes de Jung, ainsi que les processus automatiques révélés par les neurosciences, offrant à la culture analytique une multiplicité d'approches pour accompagner le sujet dans sa quête de sens et de transformation. Archétypes, les mémoires de nous-mêmes. Quand je rencontre l'autre, est-ce que je rencontre une partie de moi-même ? Serais-je moi-même sans les rencontres qui ont jalonné mon existence ? Et si les archétypes, réels ou imaginaires, œuvraient à notre tâche essentielle, devenir des êtres conscients ? Par Aurélie Aimé. Nous nous rencontrons maintes et maintes fois sous 1000 déguisements sur les chemins de la vie, analysera Carl Gustav Jung. Qu'il s'agisse de relations durables ou fugaces, réelles ou imaginaires, les rencontres qui jalonnent nos existences jouent un rôle fondamental. Comment comprendre les personnages qui peuvent surgir dans notre quotidien comme dans nos rêves ? Souvent, nous sommes soumis à des forces qui nous dépassent, nous éclaire Carole Sédillo, formatrice en symbolique et mythologie et spécialiste de la pensée de Jung. Elles mettent en lumière la notion d'archétype, des formes psychiques au cœur de la pensée de Jung. Le mot archétype, que l'on doit à Platon, vient du grec et peut se traduire par modèle primitif. La spécialiste précise que c'est une matrice vide universelle qui a une identité, qui est nommée et qui sera activée par la projection personnelle de l'individu. Chacun a son histoire et se reliera à l'archétype avec un symbole qui lui est propre. Ainsi, nous dit-elle, activer une figure archétypale consiste à éveiller une énergie symbolique personnelle, à incarner, consciemment ou non, avec les qualificatifs positifs ou négatifs associés, pour influer son comportement, ses pensées ou ses émotions, le symbole étant la forme que prend l'archétype pour se manifester. Dans le théâtre de la vie de Jung, par exemple, les deux figures archétypales fondatrices sont son père et sa mère. Le jeune garçon sera marqué par la difficulté de grandir auprès de deux êtres que tout semblait opposer, et cette image parentale va façonner sa personnalité, nous explique Carole Sédillo. Sa mère, Emily Jung.
Fermeriez-vous un très bon livre sans l'avoir terminé? Sachez que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral. Si cette thématique vous plaît, suivez votre petite voix intérieure et abonnez-vous à Inexploré Digital pour retrouver le dossier audio complet de ce magazine. Et surtout, des milliers d'articles, de dossiers, de podcasts sur notre plateforme ou notre application, sans aucune publicité. Voyagez ainsi à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible, avec Inexploré.